Merci d'être resté avec nous. 24 ans que Nigel Rogers réclame le silence. Et il vient d'obtenir gain de cause. Ce Britannique, à la tête de l'association Pipe Down, vient d'obtenir l'interdiction de la musique dans les rayons de l'enseigne Marks & Spencer. L'association dénonce l'environnement bruyant dans lequel nous vivons en permanence. Oui, un environnement gênant pour certains et carrément insupportable pour d'autres. Quand le bruit fait mal, c'est donc le thème de notre émission d'aujourd'hui. On va d'abord, avant de répondre à toutes vos questions avec des experts, faire un petit rappel anatomique et vous rappeler le mécanisme de l'audition. Voilà, lorsque les ondes sonores, vous allez voir, sont captées par le pavillon de l'oreille, elles vont traverser le conduit auditif jusqu'au tympan qui est en violet là-bas. La membrane va amplifier les ondes pour faire vibrer cette chaîne d'osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et ensuite, on va passer l'information à l'oreille interne, plus précisément au niveau de la cochlée, c'est cet escargot qui abrite des cellules sensorielles qui sont munis, voyez, de cils qui vibrent. Et leur rôle, c'est de transformer les vibrations en influx nerveux pour que le nerf auditif puisse ensuite les transmettre jusqu'au cerveau. Donc l'oreille capte les sons, puis le cerveau les analyse, les identifie, détermine le type de son, est-ce que c'est de la musique, des paroles, du bruit, son intensité sonore, est-ce que c'est bas ou élevé, sa fréquence, aiguë ou grave, traumatisme sonore aigu, exposition chronique au bruit, pression exercée par la plongée, toxicité de certains médicaments. Différents facteurs peuvent altérer ou dérégler le système auditif. Il ne se contente plus de capter des sons extérieurs, il en génère aussi. La personne entend alors des bruits qui proviennent de l'intérieur du corps. On parle d'acouphènes, sifflements, bourdonnements, des sons envahissants qui gênent terriblement la vie quotidienne de ceux qui en sont victimes. Ces acouphènes peuvent aussi être associés à une hypersensibilité de l'oreille, c'est l'hyperacousie. Un bruit d'un volume normal devient insupportable, comme s'il était bien plus fort qu'en réalité. Alors on va en entendre parler effectivement avec notre témoin et on parlera évidemment des solutions qui peuvent être proposées. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Jean-Michel Klein, bonjour. Bonjour. ORL, président du syndicat national des médecins spécialisés en ORL et chirurgie cervico-faciale. À vos côtés, Christian Hugonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur acousticien. Et avec nous, Malvina Soliveres. Bonjour Malvina. Bonjour. Alors, vos problèmes ont démarré en août 2014, après un concert. Hein. Oui, ça a commencé après un concert. Immédiatement après Pendant, oui, ouais. Effectivement, j'ai ressenti une douleur. Je pensais que c'était... Dans une oreille. Dans une oreille. Je pensais que ça allait passer. Quelques semaines se sont écoulées et ensuite, la douleur est descendue de niveau. Et ensuite, en écoutant de la musique dans ma voiture, c'est venu à nouveau, mais accompagné cette fois-ci d'acouphènes. En fait. Comment est-ce que vous pourriez caractériser cette douleur ? Comme une sorte de crampe qui resterait en permanence, donc un muscle qui resterait contracté avec une forte chaleur. Chez moi, la douleur, oui, c'est de la chaleur qui émane. Dans le fond de l'oreille, dans la tête plus dans le fond de l'oreille, en fait, qui après, la chaleur irradie un petit peu. On a l'impression que ça sort, en fait. Alors, vous êtes allé consulter, mais le premier diagnostic qui a été porté, c'était celui d'otite. Oui. J'ai été voir un infirmier, donc j'étais en vacances, suite au trauma sonore dans ma voiture. Je suis partie en vacances, donc arrivé en vacances, on ne connaît pas de médecin. J'étais aux urgences à Bordeaux. Un infirmier m'a prescrit de quoi atténuer un peu la douleur et des gouttes à mettre dans mes oreilles. Et étant donné que ce n'était pas le bon diagnostic, effectivement, ça n'a pas eu de conséquences. Oui. Donc vous prenez rendez-vous avec un ORL donc, et oui, ça en se passe rentrant, pas très bien. Pas très bien sur un point humain, finalement, parce que lorsqu'on a mal en permanence, qu'on ne sait pas ce que l'on a, on a tendance à être vraiment à fleur de peau, ce qui est mon cas déjà d'ordre général. Donc, il n'a pas su me dire qu'il était au bout de ses connaissances, qu'il n'était pas spécialisé dans ce domaine et qu'il faudrait que j'aille voir un spécialiste. Donc, il a voulu absolument me prescrire des médicaments, des antidépresseurs, des choses comme ça, ce genre de médicaments que je n'ai pas envie de prendre. Donc à chaque fois, voilà, je montais en pleurs, chose qui avait l'air de l'énerver un petit peu. C'était pas ça que vous attendiez. On n'arrivait pas à communiquer. On va voir comment tout ça a continué. Juste pour revenir sur cette histoire, une douleur comme ça qui survient pendant un concert, on consulte immédiatement, qu'est-ce qu'on fait ? Par définition, c'est un traumatisme sonore. Donc un traumatisme, c'est une situation d'urgence. Donc là, il aurait fallu consulter le plus vite possible la personne la plus efficace possible pour faire un traitement anti-inflammatoire, parce que c'est un impact. Et donc nous, on utilise les corticoïdes en urgence de façon à essayer de débloquer la situation. Après, on se trouve sur quelque chose qui est acquis.
la notion de traumatisme n'est plus forcément compensable ou récupérable et on est finalement beaucoup moins efficace. Après, ce que vous disiez sur la non-réponse de l'ORL qui vous a examiné, c'est forcément un problème effectivement d'écoute, sans faire de jeu de mots. On a toute une sorte de phrases, de mots, d'empathie à exprimer de façon à vous démontrer qu'on va vous accompagner, que vous n'êtes pas un patient de passage, on met des gouttes dans l'oreille et vous revenez dans un mois et un mois plus tard c'est trop tard. Donc c'est une rencontre non satisfaisante, je dirais. Le traitement en urgence, les corticoïdes, ça permet d'éviter aux cils de continuer à s'abîmer? Les cils qu'on a vu bouger tout à l'heure, sur quoi ça agit? Dans votre dessin tout à l'heure, il y a une chose que j'ai retenue, c'est que dans la cochlée, l'oreille interne, c'est du liquide. Donc notre oreille est habituée, comme ici, à des vagues, comme sur les bords de la Méditerranée. Quand il y a un traumatisme sonore, c'est un tsunami. Donc là, ça, c'est vraiment une hyperpression sur les cellules qui ont des cils, les cils y pètent. Après, ils récupèrent pas. On ne sait pas quel est le degré. Donc nous, notre situation, c'est de prendre la décision de traiter le plus fort possible tout de suite, puisqu'on a une chance, et il faut jouer cette carte-là. Les corticoïdes sont donnés sous quelle forme dans ce cas-là? Par la bouche, ou si on fait, enfin dans le temps on faisait hospitaliser, maintenant c'est moins pour des raisons, je dirais, de gestion des soins, c'est moins fréquent, mais c'est par la bouche et des doses qui sont souvent importantes. C'est-à-dire on va vous donner 80, 100 mg de corticoïdes pendant 8-10 jours et le résultat doit se faire sentir rapidement. Concrètement, quand on subit un traumatisme sonore et qu'il est 1h du matin dans un concert, on va où? Aux urgences? Aux urgences, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes à Paris, service d'urgence ORL à l'hôpital de la Rivoisière. Et puis, si c'est pas tout de suite, c'est le lendemain matin. Mais c'est pas 3 jours après, c'est une urgence. C'est un niveau de bruit particulier qui peut provoquer ça. C'est une durée, c'est une fragilité personnelle. Moi, je pense qu'il y a dans la musique aujourd'hui, en tout cas, une énorme énergie. Et cette énergie, elle ne désemplit pas toute la soirée. Et je pense que cela, c'est important. Et il ne faut pas penser en termes de niveau sonore, il faut penser en termes de contenu énergétique qui ne désemplit sans doute pas pendant plusieurs heures. Et c'est cela qui crée aussi le vrai problème. On en a parlé lors d'une précédente émission, c'est ce qu'on appelle la compression du son qui fait qu'il n'y a plus de niveau faible maintenant, pas de respiration, pas assez de calme, de moments de silence pour pouvoir permettre à l'oreille de se reposer. Alors du coup, l'oreille, elle est sous pression permanente et évidemment le tsunami, il est non seulement une fois, mais 2 fois, 10 fois, il se répète. Et c'est en cela, effectivement, qu'il peut y avoir une véritable un traumatisme qui apparaît. Donc on met quoi pour aller à un concert? Alors, on met systématiquement des bouchons d'oreille? Il est intéressant d'avoir des bouchons d'oreille. C'est une question d'Alain. Pour assister à un concert, les bouchons d'oreille en mousse suffisent-ils? Oui. Alors, bien sûr, non, parce que dans les basses fréquences, les bouchons d'oreille sont totalement inopérants. Donc cela signifie que les graves, par exemple, vont pénétrer sans problème. On n'arrête pas les graves avec des bouchons d'oreille. Et en plus de cela, ça va couper tous les aigus. Donc du coup, on ne va rien entendre. On aura l'impression d'avoir une bouillie sonore, si je puis dire. Donc il faut trouver des bouchons qui soient intelligents. Ça se fait aujourd'hui. Il suffit d'aller voir des ORL qui vous produiront en tout cas des bouchons qui vous permettent d'avoir une atténuation à toutes les fréquences, ce qui est déjà beaucoup plus intelligent. Et qui sont faits sur mesure? Il y a de tout. Il y a ceux qui sont grand public que vous trouvez un peu n'importe où, et puis ceux qui sont faits sur mesure totale en fonction du bruit auquel vous allez être soumis. On retrouve ça dans les expositions professionnelles, la tronçonneuse ou autre bruit. Il y a des filtres qui vont permettre d'éviter ça. Mais je dirais quand même à l'encontre un petit peu, c'est qu'il faut toujours avoir des bouchons quand vous allez dans une boîte de nuit, dans un concert, au cas où, on ne sait jamais. Comme dirait l'autre, c'est moins pire que ne pas se protéger du tout. Fanny nous dit, je vais assister à 2 concerts à 18 jours d'intervalle avec protection auditive 35 décibels. Je ne sais pas si ça correspond à une norme particulière. Faut-il respecter un délai entre 2 concerts? Alors déjà, c'est quoi ces protections 35 décibels? Ça veut dire que la prothèse va permettre de faire tomber de 35 décibels en fait le niveau sonore. Alors,
pour être tout à fait clair, un niveau très fort, c'est 80-90 décibels, une voix Dans un un peu concert, forte. c'est 90 décibels? Oh, c'est 105. Plus. On peut aller à 105 dB, la législation nous permet 105 décibels. Ça veut dire que si vous enlevez 35, ça vous fait tomber à 70. Donc, ce qui reste beaucoup. Ce qui reste encore... oui, mais enfin, cela dit, là je vous parle en ce moment à 70 acceptable. décibels, vous voyez ce que je veux dire. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est pas tant que Ah, ça. je ne voyais pas aussi puissant. Et donc, est-ce qu'il faut respecter un délai entre deux concerts? Tout dépend du traumatisme. S'il y a véritablement traumatisme, oui, bien sûr. Si c'est un concert de viol de gambe, à mon avis, il n'y a aucun souci. Mais... Bien sûr. Il y en a en permanence, ces concerts de viol de gambe. Mais oui, bien sûr, il faut effectivement éviter de retourner tout de suite en un concert si on a eu l'impression d'avoir été un petit peu sous des niveaux sonores importants. Alors, oui, juste le... Vas-y. Parce que là, on ne vous a pas proposé de protection, c'est qu'à un moment, l'ORL vous a prescrit une IRM et on ne vous a pas proposé de protection pendant l'IRM. On m'a mis un casque, mais quand les personnes de l'IRM me parlaient, j'entendais strictement la même chose. Je leur ai signifié que c'était douloureux pour moi et du coup, je l'ai fait 2 fois parce que, à pu pouvoir retenir mes larmes, je bougeais. Et évidemment, dans un IRM, il faut rester immobile. Donc, j'ai dû le refaire sur la même séance, le refaire une 2e fois et ça a été assez traumatisant. Et parce que pour les téléspectateurs qui n'ont jamais eu d'IRM, il y a un bruit effectivement des à-coups réguliers qui sont importants. C'est important. On va parler maintenant de la prévention contre le bruit au travail. Et pour ça, on va aller dans la campagne orléanaise. Morgane Belloir et Olivier Laporte se sont rendus dans un lycée professionnel. Dégauchisseuses, raboteuses, mortaiseuses, toutes ces machines ont au moins un point commun. Elles font du bruit. Dans ce lycée professionnel, les élèves apprennent les métiers du bois. Plusieurs heures par jour, ils sont exposés à une forte intensité sonore. C'est gênant. On sent quand on a un casque, c'est beaucoup moins fort alors que quand on y va sans, on passe une journée après, on a mal à la tête et surtout plus tard, on aura plus de mal à entendre. Le casque il gêne un peu, du coup des fois on essaie de le négliger, mais le soir ça fait mal quoi. T'entends un peu moins et ça fait mal à la tête. Faut quand même le prendre quoi. Pour mesurer le niveau sonore dans lequel travaillent ces étudiants, des contrôles sont régulièrement effectués. À l'aide d'un sonomètre, ces ingénieurs en acoustique enregistrent durant 8 heures le bruit émis par ces machines. On est sur des niveaux sonores supérieurs à 80 dB. C'est des niveaux sonores qui sont effectivement importants lorsque l'opérateur est exposé à 80 dB sur une durée de 8 heures. À partir de là, un employeur est tenu de mettre à disposition des protections individuelles. L'oreille supporte généralement sans dommage un niveau sonore inférieur à 85 décibels. Au-delà, des lésions irréversibles sont susceptibles d'apparaître. Le port du casque anti-bruit est donc indispensable. Dans un environnement comme celui-ci, trop de bruit peut engendrer des accidents du travail, un bruit peut en masquer un autre, une fatigue physique, du stress, avec toutes les conséquences que cela engendre, perte de sommeil, etc., qui sont néfastes pour la santé. Excusez-moi. Merci. Donc là, on a vraiment une vraie différence entre les deux. Oui. Pour atténuer les nuisances sonores, l'établissement a fait construire il y a 2 ans un bâtiment conçu pour absorber le bruit au maximum. Ce que vous voyez ici, ce sont des panneaux absorbants. C'est des panneaux de fibres de bois absorbants qui permettent de limiter les réflexions sur les parois et donc ne pas amplifier le bruit. Le même local non traité résonnerait davantage. Et ce serait donc inintelligible au niveau des conversations. On ne pourrait peut-être pas se parler à 2 mètres. Un bâtiment qui répond à toutes les normes de sécurité et de confort. Rien à voir avec l'ancien atelier du lycée. Ce bâtiment-là, c'est un des premiers bâtiments de l'établissement. C'est un bâtiment qui date de 1950, donc dans lequel étaient situés les ateliers bois auparavant. Donc c'est un atelier qui évidemment n'est absolument pas aux normes actuelles. On ne s'entendait pas à 1,50 m lorsque les machines étaient en fonctionnement, c'est-à-dire pratiquement tout le temps. Un brouhaha dû à une mauvaise réverbération, autrement dit à l'écho trop persistant du bâtiment. Pour mesurer cela, l'ingénieur sort les grands moyens, le revolver. L'écho dure près de 2 secondes. Vous avez dû entendre la source qui perdure dans le temps.
Et ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'on est sur des durées de réverbération beaucoup plus longues, ça résonne davantage. Le local n'est pas du tout traité, on est dans un grand volume, tout réverbérant, des murs lisses, du carrelage au sol, et le bruit donc se réfléchit sur les parois et le niveau sonore est amplifié. Retour au nouvel atelier pour réaliser la même expérience. On attend environ 1 seconde sur ce local, effectivement. C'est ça, une moyenne d'1 seconde, c'est tout à fait conforme aux objectifs qu'on s'était fixés. L'écho est donc presque 2 fois moins important. Cette école tente de sensibiliser et prévenir au mieux l'apparition de troubles auditifs chez ses élèves. Un enjeu essentiel car la surdité représente aujourd'hui l'une des maladies professionnelles les plus fréquentes. Malvina, on va voir dans une minute que vous allez mieux aujourd'hui. Néanmoins, là, pour regarder le reportage, vous avez mis vos bouchons d'oreille. Tout à fait. Quels sont les bruits qui vous gênent encore, qui vous font... C'est encore de la douleur que vous ressentez? Oui, de la douleur et de la gêne. Surtout les sons aigus, en fait, les fréquences aiguës. Donc là, c'était les bruits des scies, etc. Tout à fait. Qui vous ont tout de suite imposé une protection. Alors, on a bien compris que vous aviez également donc, des acouphènes. On peut avoir un peu d'exemples d'acouphènes parce que, heureusement, il y a beaucoup de gens qui n'en souffrent pas. Voilà, on a sélectionné quelques exemples de sons. Peut-être qu'il faut que Malvina remette ses bouchons, parce qu'on va écouter des acouphènes. Oui. On a choisi quelques sons dans les fréquences élevées, justement, des sons qui sont très presque purs, ou bien des sons qui sont un peu bruités, comme on dit. Hein, on va les écouter. Il y a les deux premiers. Hein, voilà. Un son qui est de 8000 Hz, très fréquence élevée, bruité. Ça, on peut avoir ça en permanence dans l'oreille? Oui, oui. Et là, un autre qui est... Voilà. Ça, c'est... Le bruit, il est toujours derrière, mais vous avez un 8000 Hz qu'on entend à peine, mais qui est très fin. Voilà. Alors ça, c'est lié effectivement au rythme cardiaque. Hein. On peut avoir cette impression de renouvellement par le cœur, d'un son qui revient, c'est très très pénible. Et là, pour vous dire, ça peut être aussi un bruit, tout simplement, sans fréquence, sans fréquence élevée particulière. C'est un bruit généré comme ça, qui est pénible précisément à entendre. Pour qu'on comprenne bien, parce que c'est très complexe ces acouphènes, c'est pas un vrai bruit, c'est quelque chose qui est créé. Exactement, c'est quelque chose qui est créé par le cerveau. Le problème qui vient en plus, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'oreille interne, si c'est le nerf auditif, si c'est les aires de décodage ou si c'est d'autres facteurs qui viennent compliquer encore la physiologie de tout ça. Donc oui, c'est un bruit que perçoit le patient, mais qui ne correspond à aucune réalité extérieure. Et donc la solution, c'est d'apprendre à vivre avec ? Non, la solution, c'est déjà d'analyser les caractéristiques du bruit, l'histoire du bruit, le passé global du patient. Ça me fait toujours penser à la pièce de Jacqueline Maillan, La Facture, où on a accumulé au cours de la vie toute une sorte de petite fragilité qui à un moment passe à l'acte. Donc notre travail, c'est de décortiquer tout ça comme un commissaire de police. Il y a toujours des réponses. Elles ne sont pas faciles, mais il y a toujours des réponses et on le fait en accompagnant le patient. Bien sûr, on élimine les tumeurs, les maladies, sclérose en plaques, schwannome, tout ce que vous voulez. On élimine, les facteurs inflammatoires qui peuvent être dentaires, les choses classiques. Et puis on revient à l'acouphène essentiel, celui pour lequel on n'a rien trouvé et qui, lui, va demander une prise en charge cognitive, comportementale, enfin, vraiment un partenariat avec une équipe. C'est souvent pas l'ORL qui le fait. Hein, ce sont des psychologues, des orthophonistes, l'audioprothésiste peut intervenir avec des masqueurs de bruit. Enfin, on a une panoplie de choses. Et donc on ne doit jamais dire « je ne peux rien pour vous ». Cindy nous dit « j'ai la maladie de Ménière et depuis une décompression, je souffre d'hyperacousie. Est-ce que cela va durer ?» On vient au cas de notre grand témoin. On n'a plus de réponse technique puisqu'on a fait ce qu'il fallait sur la maladie de Ménière, qui est une maladie de la compression liquidienne. On a décompressé. En décompressant, on a peut-être sauvé l'audition, mais on n'a forcément pas réglé le problème de l'acouphène. Donc l'acouphène doit être pris en charge en tant que tel et en fonction du ressenti du patient. Oui.
Une chose importante, c'est aussi les conséquences directes dont on doit vraiment parler, qui sont importantes, celle du repli sur soi-même. Et on assiste beaucoup à cette notion, à ce comportement qui est une conséquence directe de ces acouphènes. Les gens se replient sur eux-mêmes et arrêtent de communiquer. Et pour une personne, pour un milieu de communicants que nous sommes, dans ce cas de communication, il se doit effectivement ce problème est essentiel, si je puis dire. C'est exactement ce qui s'est passé pour vous, Mélina. Oui. Vous êtes isolée pendant plusieurs mois. On commence progressivement à plus pouvoir aller à certaines soirées parce qu'il y a de la musique ou un simple film, un cinéma, un bar, quelque chose finalement qui est courant pour tout le monde. Ce genre de choses, on ne le fait plus. Et puis progressivement, on se rend compte qu'on est mieux chez soi. Parce qu'on gère le niveau sonore ambiant, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas une voiture de pompier qui passe ou autre bruit qui peut survenir d'un coup. Donc oui, on a tendance à s'enfermer finalement chez soi. Et du coup, une partie de la thérapie pour vous, ça a été de réapprendre à gérer le bruit, à vivre avec certains bruits et ne plus les subir. Tout à fait. Essayer de gérer, essayer de justement ne plus essayer de gérer tout autour, de vouloir contrôler le moindre bruit, accepter qu'il y ait des bruits et qu'il n'y ait plus de réaction sur soi. J'avais tendance à tout le temps être comme ça, dès qu'il y avait un bruit, à crisper, à être toute fermée. Il fallait accepter qu'il y avait des bruits, que ça n'augmenterait pas mon problème, qu'effectivement il y aurait des douleurs, mais qu'il fallait justement que je laisse mes peurs de côté pour passer un cap. Ça vous a permis de reprendre le travail que vous aviez abandonné pendant quelques temps. Ce casque-là que vous avez, c'est un casque pour... Alors ce casque, c'est un casque actif, comme on dit, c'est-à-dire qu'il permet, à la différence d'un casque de chantier, qui isole vraiment la personne de monde extérieur, c'est un casque un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'il est équipé de microphones qui font que lorsque j'entends un son avec ce casque, il est atténué, je dirais, de manière un peu plus intelligente, c'est-à-dire que tous les sons arrivent à passer, mais d'une manière atténuée, de manière générale. Et le bruit de fond, lui, est vraiment, il tombe de 15 à 20 décibels, ce qui est plutôt agréable et ce qui permet aussi, dans l'avion par exemple, de pouvoir écouter aussi. Ils sont quand même plus chers. Ce sont des casques assez chers. Michel nous dit que les antibiotiques de la famille des aminosides sont réputés toxiques pour l'audition. Est-ce vrai? Il y a beaucoup de médicaments comme ça? Non. On donne quasiment plus, c'est la streptomycine, si je peux parler d'un nom de médicament. Ça se donnait il y a 15-20 ans dans la tuberculose. Maintenant, ça a quasiment disparu, sauf en cas de risque vital, où on peut être amené à utiliser certains antibiotiques de cette famille-là. Il faut retenir que l'aspirine n'est pas forcément très très bonne non plus. Un certain nombre de médicaments, comme la nivaquine, peuvent être aussi préoccupants. Donc un patient qui présente déjà des problèmes auditifs doit prévenir son médecin qu'il y a un certain respect à avoir sur certains produits. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Bon courage. Merci. Très bon après-midi. Au revoir.